En 1960, deux psychologues, Robert Rosenthal et Leonor Jacobson, décident de faire une étude sur des rats. Ils répartissent un groupe de rats parmi 12 étudiants et leur but sera d'entraîner les rats à traverser un labyrinthe. Les rats n'ont subi aucune sélection particulière et sont identiques pour tous les participants. La première moitié des étudiants est informée que ces rats ont été sélectionnés et reproduits pour être plus rapides à traverser le labyrinthe. De bons résultats étaient donc attendus de la part de ces animaux. La seconde moitié des étudiants ont été informés au contraire que ces rats ont été sélectionnés pour être plus lents à traverser le labyrinthe. Résultat, les rats du second groupe réalisent des performances systématiquement plus mauvaises que les rats du premier groupe. Alors comment ça se fait que des rats qui étaient à la base exactement les mêmes réalisent des écarts de performance aussi élevés? Après analyse, il s'est avéré que les étudiants qui pensaient que leurs rats étaient plus intelligents que les autres leur ont manifesté plus de sympathie et plus de patience, ce qui a conduit à de meilleurs résultats de la part de ceux-ci. A l'inverse, les rats du second groupe, qui étaient supposés être plus mauvais, se sont vus négligés par les étudiants, ce qui a créé chez eux aucune motivation et aucune envie de bien faire, donc des performances plus médiocres chez ces mêmes rats. Et si vous comprenez comment tirer profit de cette expérience dans votre vie personnelle, honnêtement, ça peut tout changer. Et on va en parler plus loin dans la vidéo parce que l'étude ne s'arrête pas là. Les deux psychologues ont décidé de reproduire l'expérience, mais cette fois-ci sur des humains. Ils ont reconduit l'étude avec des étudiants de quartiers défavorisés, en prétextant faire un test de QI, puis en prenant des élèves totalement au hasard et en leur faisant croire qu'ils étaient surdoués. Et miracle, à la fin de l'année, les élèves qui avaient faussement été diagnostiqués surdoués avaient eu de meilleurs résultats que leurs congénères. En fait, les attentes positives des enseignants envers ces élèves ont influencé leur comportement en classe. Les enseignants ont interagi plus fréquemment avec ces élèves, leur ont accordé plus d'attention en leur fournissant un soutien scolaire plus important. En conséquence, ces élèves ils ont obtenu de meilleurs résultats par rapport à tous les autres élèves. Alors que rappelez-vous, de base, ils avaient rien de plus. Ils ont été sélectionnés au hasard et ils ne sont absolument pas plus intelligents que les autres et absolument pas surdoués. Imaginez, vous pouvez choisir vos résultats uniquement avec votre entourage et vos pensées. Et les deux psychologues ont appelé ça l'effet Pygmalion, pour mettre en évidence la puissance des attentes et des croyances sur le développement d'une personne. Il tire son nom du mythe de Pygmalion, un sculpteur de l'ancienne Grèce qui tomba amoureux d'une statue qu'il avait lui-même créée et qui, grâce à son amour et grâce à ses attentes, transforma cette statue en femme vivante. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment notre environnement influence directement nos résultats. Mais on peut aller encore plus loin que cette étude en prenant à la fois en compte son environnement, mais aussi ses propres pensées. Parce que si on remonte la boucle, notre environnement va déterminer notre façon de penser, qui vont déterminer nos émotions, nos actions, et à la fin, nos résultats. Et pour ça, je vais vous prendre un exemple. Deux vendeurs qui ont absolument les mêmes compétences, qui sortent de la même école, sauf qu'ils ont une chose qui change, ils ont un environnement totalement différent. Pierre, le premier vendeur, passe sa journée à regarder la télévision, à regarder de mauvaises nouvelles aux informations. Il a des amis négatifs qui ne croient pas en lui, qui lui disent que la vente c'est mal, qu'il n'y arrivera jamais, et il passe toute la journée à cultiver cette négativité et cette peur. Le second vendeur, Olivier, ne regarde absolument pas les nouvelles, la télé, et se coupe d'absolument toutes les informations négatives. À la place, il prend du temps pour lui, pour se former et lire. Il a un cercle d'amis proches qui le tire vers le haut et il aspire à de grandes ambitions. Lors de son meeting avec un client potentiel, Pierre va stresser, être négatif, se pensant être un mauvais vendeur, et lors de la vente, il va commencer à paniquer, à manquer de confiance, le prospect en face de lui va le voir et il va louper la vente. Alors qu'Olivier, qui est dans un état d'esprit positif, qui se pense bon vendeur et qui va réussir sa propre vente, va arriver confiant, il va transmettre cette confiance au prospect en face de lui et il aura beaucoup plus de chances de vendre. Alors que pourtant, de base, on partait exactement de la même situation, on partait de deux individus qui avaient exactement les mêmes compétences. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que cette théorie, elle se renforce. Si un étudiant se dit « ouais non mais moi je suis nul en maths, c'est pas fait pour moi », mais en histoire, je suis trop fort. Bah, indirectement, il va plus réviser l'histoire que les maths. Normal, parce que pour lui, de toute façon, autant ne pas perdre de temps, vu qu'en maths, il est nul, donc autant pas passer de temps sur ça. Et le jour du contrôle, sans surprise, il aura une mauvaise note à son contrôle de maths. Et est-ce qu'il va se remettre en question en se disant « ok, bah, peut-être que j'ai pas suffisamment révisé ». Non, pas du tout. Ce qui va se passer, c'est qu'il va simplement renforcer sa croyance « je suis nul en maths ». Et en renforçant cette croyance-là, il va sûrement encore moins réviser pour les prochains contrôles, se penser de plus en plus nul et avoir des notes de moins en moins bonnes. Cet exemple-là, il est pareil avec l'entrepreneuriat, avec la vente, etc. Et moi, je trouve ça personnellement super dangereux parce que j'ai vu même plein de gens dans mon entourage proche se donner des étiquettes toute leur vie et se cantonner à ces étiquettes. Et vu qu'ils se mettaient ces étiquettes, ils renforçaient leur croyance qu'ils n'étaient pas assez ceci ou qu'ils étaient nuls dans tel domaine.
et ça leur a gâché la vie. Par exemple, une famille qui va tout le temps dire « ouais non mais on sera jamais riche, c'est impossible, etc. » Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ignorer son argent. De toute façon, c'est impossible pour elle d'être riche. Donc elle va pas investir, elle va pas chercher à gagner plus, elle va juste voir le négatif, voir qu'elle est tout le temps dans le rouge, et donc ça va renforcer sa croyance de « ouais bah moi je vais jamais être riche, c'est pour les autres, etc. » Et alors que si elle commencerait juste à changer sa pensée, ok, je peux être riche, je peux très bien gagner ma vie, mais il va falloir que je m'éduque financièrement, il va falloir que j'apprenne à investir, elle va peut-être mieux s'éduquer, donc mieux gérer son argent, commencer à investir, et donc commencer à gagner de plus en plus d'argent. Comme quoi, une décision, une pensée à la base va changer toute la suite. Bon, maintenant on fait quoi ? Parce que c'est bien beau de comprendre ça, mais concrètement, comment on met en place ? L'une des premières choses que vous pouvez faire, si ce n'est pas encore fait, c'est de liker la vidéo et de vous abonner. Et je vais vous donner 3 conseils pour radicalement changer votre vie en changeant à la fois votre environnement et votre façon de penser. Déjà, il faut comprendre que nos ancrages qu'on va créer, ils peuvent avoir aussi des aspects bénéfiques. Par exemple, si on a un ancrage comme quoi on est le meilleur dans tout ce qu'on fait, bah peut-être que ça va nous servir dans notre vie, peut-être que ça va nous desservir, j'en sais rien. Mais il y a certains ancrages qui sont positifs, d'autres qui sont négatifs. Et la première chose à faire pour changer cette manière de penser, pour changer ces résultats, ça va être de comprendre où est-ce qu'on veut aller, quel est l'objectif et qu'est-ce qui aujourd'hui nous bloque dans notre objectif, quelles sont les croyances qui justement nous empêchent d'atteindre ce même objectif. Dans l'expérience de nos 2 psychologues, les rats de laboratoire qui échouaient, ils ne savaient même pas pourquoi ils échouaient. En fait, ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de participer à un test. Vous avez cette chance de pouvoir décider de subir l'effet Pygmalion ou d'en tirer profit. Donc s'il vous plaît, tirez-en profit un maximum. La première chose, comme je l'ai dit juste avant, on va repérer où sont nos points de blocage. Si on n'est pas exactement à l'endroit où on aimerait être, si on gagne par exemple pas assez d'argent avec son activité, ou alors si on n'a pas les résultats qu'on souhaiterait, et bah voir où est-ce qu'on bloque par rapport à ce résultat qu'on souhaite atteindre. Repérer ses croyances, ça va permettre de prendre du recul et de comprendre réellement là où on bloque, parce que si on n'en a pas conscience, et bah c'est comme un rat qui essaye de faire un labyrinthe sans s'en rendre compte, on ne sait jamais vraiment où on en est et on va toujours tourner en rond. La deuxième chose, ça va être de commencer à changer ses pensées pour changer les résultats à la fin du processus. Il y a différentes façons de changer ses pensées et notamment on le verra avec le pilier 3 et la 3e clé que je vais vous partager, mais ça peut être commencer à se séparer de tout ce qui est négatif, commencer à changer d'environnement. Par exemple, si vous avez l'habitude de regarder tout le temps les informations, des nouvelles négatives, etc., et bah c'est de vous couper de tout ça. Juste ça, ça va commencer à apporter du positif. Ça peut être orienté solution à la place d'être orienté problème. Par exemple, aller chercher toutes les solutions qui existent à la place de voir les problèmes, etc. Et de commencer à évoluer, de commencer à faire ce travail de développement personnel petit à petit pour changer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Et la dernière chose, ça va être de faire attention à son environnement. Et c'est super triste parce que je vois plein de personnes qui sur le papier font tout bien pour réussir, sauf qu'elles n'ont jamais les résultats qu'elles souhaitent, sans s'en rendre compte, mais en fait c'est leur environnement qui leur inculque toutes leurs peurs, toutes leurs croyances négatives, et au final ça les limite, ça les empêche d'avancer, et le pire c'est que c'est indirect, c'est-à-dire qu'elles ne le voient même pas. Et il y a une citation qui est ultra vraie, un peu bateau, mais qui est: vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et il n'y a rien de plus vrai. Si dans votre entourage, vous avez 4 personnes ou 5 personnes qui ne sont absolument pas du tout dans le niveau de succès que vous voulez atteindre, qui n'ont pas atteint vos objectifs, etc., ça ne veut pas dire qu'il faut changer tout son entourage, se couper de tout le monde, etc. Par contre, vous ne pourrez pas réussir en tant qu'entrepreneur ou même peu importe vos projets, vraiment faites attention à ça, si vous avez tout le temps un entourage négatif qui n'a même pas atteint ce que vous avez atteint, mais qui se permet de critiquer et de juger. Et je sais que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui regardent cette chaîne et cette vidéo que j'ai fait aujourd'hui, pour moi, elle est primordiale. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont chercher toujours à avoir plus de stratégies, plus de conseils, plus de tout, qui vont chercher des hacks un peu miracles, sauf qu'ils ont déjà plein de stratégies, mais ils ne les appliquent jamais parce que, en fait, ce qui compte réellement pour eux et ce qu'ils ont besoin de travailler, c'est pas les stratégies, mais c'est leur état d'esprit, c'est leurs croyances, c'est leurs peurs, etc. pour réellement s'autoriser à avancer et réellement s'autoriser à avoir des résultats. Et je sais que ça peut sembler peut-être un peu flou comme concept pour certains, mais je peux vous garantir que si vous l'appliquez, vous pouvez réellement changer de vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire ce que vous allez appliquer là dans les 10 prochains jours pour changer justement toutes vos pensées et changer tout le schéma. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!